Star Trek, c'est avant tout l'histoire d'un équipage et d'un vaisseau. Le vaisseau fait partie de l'histoire comme chacun des personnages. Il était donc temps de parler de 10 vaisseaux spatiaux emblématiques de la saga. Bienvenue dans ce journal de bord. Envie d'en découvrir un peu plus sur l'univers de Star Trek? N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre aussi sur le podcast Trek Historia. L'USS Protostar. Pour 139 mètres de long et environ 6 ponts, l'USS Protostar NX-76-884 était un vaisseau spatial de la Fédération de classe Protostar lancé par Starfleet à la fin du XXIVe siècle. Le Protostar était un prototype dont la production a été approuvée pour devenir une classe de navire complète après sa destruction en 2384. Il a de cela de particulier qu'il contient un moteur alimenté par une proto-étoile. Cette technologie développée par Starfleet permet de voyager considérablement plus vite qu'avec la vitesse de distorsion conventionnelle en utilisant la proto-distorsion. Un navire utilisant ce moteur pourrait traverser plus de 4000 années-lumière en quelques minutes, un voyage qui prendrait normalement des mois. Le Protostar a été lancé sous le commandement du capitaine Chakotay avant d'être perdu et retrouvé sur Tars Lamora par Dal Rey. USS Cerritos. Avec 535 mètres de long et 121 mètres de haut, soit une quarantaine de ponts, l'USS Cerritos NCC 75567 est un vaisseau spatial de classe Californie exploité par Starfleet au XXIVe siècle, sous le commandement du capitaine Carol Freeman, spécialisé dans le suivi des premiers contacts, voire des seconds contacts. Bien qu'il ne s'agisse que d'un vaisseau de classe Californie, le Cerritos a acquis une réputation considérable parmi les autres navires, en particulier dans les années 2380. Le vaisseau a dû faire face de nombreuses fois à des rencontres avec les Patklek, les Klingons ou les Romuliens, et surmonter de nombreuses crises. Dans ses autres aventures, sous la direction du capitaine Freeman, le Cerritos a gagné une reconnaissance remarquée parmi les autres navires de même classe. En 2381, l'enseigne Kearns de l'USS Carlsbad appela le Cerritos l'Enterprise des navires de soutien. A noter également que la couleur jaune du Cerritos indique que le vaisseau est un vaisseau de soutien technique pour d'autres vaisseaux de la Fédération. L'USS Discovery. Pour 750 mètres de long et comprenant 17 ponts pour 136 membres d'équipage, l'USS Discovery NCC 1031 est un vaisseau spatial de classe Crossfield, lancé en 2250. Il bénéficiera d'une refonte au XXXe siècle et d'une nouvelle immatriculation, à savoir NCC 1031A. Initialement sous le commandement du capitaine Gabriel Lorca, puis de Christopher Pike, il finira au XXIIe siècle par être commandé par Saru et Michael Burnham. Le Discovery a été mis en service depuis le chantier naval de San Francisco sur Terre avec son frère jumeau l'USS Glenn. Sa devise était une citation de Galileo Galilei: « Toutes choses peuvent être comprises une fois découvertes. Le but est de les découvrir. » En tant que vaisseau de classe Crossfield, le Discovery a été officiellement désigné comme navire scientifique. En 2256, le navire avait un équipage d'environ 136 personnes comme indiqué précédemment, mais en comportera plus de 200 lors de la guerre avec l'Empire Klingon ou lors de la crise de l'Ange Rouge. Ce qui fait la spécificité des classes Crossfield réside dans son moteur expérimental sporique, conçu d'après les recherches de Paul Stamets et capable de parcourir des centaines d'années-lumière en un seul saut. Anecdote amusante, Bryan Fuller a choisi le numéro d'enregistrement de Discovery 1031 parce qu'il adore Halloween. NX Enterprise. Pour 225 mètres de long et 7 ponts, voire 7 étages si vous préférez, le NX Enterprise est lancé en avril 2151. Il comporte 83 membres d'équipage et est le premier vaisseau de classe NX conçu par Starfleet. Il est l'un des plus importants vaisseaux dans l'histoire de la galaxie et celle de la Fédération. En effet, l'Enterprise NX-01 fut le premier vaisseau de classe NX à être mis en service par la flotte terrienne et être capable d'atteindre la distorsion 5. Ce vaisseau légendaire n'est pourtant pas aussi avancé sur tous les plans technologiques. Contrairement aux vaisseaux vulcains de son époque, il ne possédait pas de rayon tracteur, mais simplement de grappins. Il possédait uniquement la distorsion 5 et des armes rudimentaires comme des torpilles nucléaires.
L'Enterprise est impliqué dans la première campagne d'exploration spatiale de Starfleet. Le vaisseau s'impliquera aussi dans plusieurs conflits majeurs, comme celui des Vulcains avec les Andoriens, la crise des Améliorés, la traque des Xindi ou encore pendant la guerre terromulienne. Le vaisseau, commandé par Jonathan Archer, a été actif jusqu'à la bataille décisive de Sharon en 2160, au cours de laquelle il fut paralysé par le vaisseau amiral romulien, subissant des dommages si graves qu'il dut être mis hors service. L'épave sera ensuite acquise par le Smithsonian Institute pour son annexe orbitale et sera méticuleusement restaurée et préservée. Archer lui-même a ensuite annulé une proposition visant à construire un nouveau vaisseau spatial portant le nom d'Enterprise au milieu de l'année 2160, estimant que le nom devrait rester dans une retraite honorable pendant un certain temps, avant d'être utilisé à nouveau. Starfleet ne mettra en service un autre Enterprise qu'en 2245, avec le lancement de l'USS Enterprise NCC 1701. En 2401, le vaisseau existe toujours et est exposé au Axum Museum dans sa forme améliorée. USS Enterprise 1701. Lancé en 2245 avec 305 mètres de long et 21 ponts, pour 450 membres d'équipage, l'USS Enterprise NCC 1701 était un vaisseau spatial de classe Constitution construit au XXIIIe siècle. Il est le premier vaisseau de la Fédération à porter le nom d'Enterprise depuis le NX Enterprise. Au cours de sa carrière, l'Enterprise servit de vaisseau amiral à la Fédération et fut en service de 2245 à 2285. Au cours des dernières années de sa vie, l'Enterprise fut réaménagé en vaisseau de classe Constitution 2 et servit de vaisseau école jusqu'à sa destruction en 2285. Du début au milieu du 23e siècle, au moins 12 vaisseaux spatiaux du type croiseur lourd de classe Constitution ont été commandés par Starfleet. Pour la petite histoire, un morceau du NX-01 contenant de l'aurorium a été utilisé dans la construction du NCC 1701. En 2259, l'aurorium du NX-01 fut utilisé pour alimenter un portail temporel afin de ramener les enseignes Brad Boimler et Beckett Mariner à leur époque. Le capitaine Robert April a supervisé la construction du navire avant d'en prendre le commandement le 11 avril 2245. S'en suivront les capitaines Pike en 2250 et Kirk en 2265, pour une autre mission de 5 ans d'exploration spatiale. L'objectif d'ailleurs principal du navire, au cours de cette mission, était de rechercher de nouvelles formes de vie. Petite anecdote, selon un écran d'ordinateur créé par l'équipe de production de Star Trek Enterprise, mais qui n'a jamais été utilisé à l'écran, Archer était présent au lancement de l'USS Enterprise et est décédé le lendemain. De 2265 à 2270, l'Enterprise a visité plus de 70 mondes différents et rencontré des représentants de plus de 60 espèces. Plus de 20 d'entre eux étaient des premiers contacts avec des êtres jusqu'alors inconnus de la Fédération, y compris des voisins immédiats comme la Première Fédération, les Gorn, des voyageurs de l'Empire Kelvan et des puissantes entités non corporelles comme les Tassiens, Trelan et les Organiens. En 2270, l'Enterprise a subi une rénovation majeure dans ce qui serait plus tard connu sous le nom de classe Constitution 2. Le réaménagement a nécessité 18 mois de travaux et sur le fond, c'est un nouveau navire qui a été construit sur la carcasse de l'ancien. Cela a assuré le service continu de l'Enterprise pendant les années suivantes, permettant au navire de continuer à jouer son rôle de premier plan. Après sa rénovation au début des années 2270, l'Enterprise joua un rôle crucial dans la défense de la Fédération contre plusieurs menaces extérieures, notamment V'ger et Khan Noonien Singh. Lors du retour de l'Enterprise sur Terre après son affrontement contre les Améliorés menés par Khan, le commandant de la flotte de Starfleet, l'amiral Morrow, a annoncé que le vaisseau, alors âgé de 40 ans et lourdement endommagé, serait mis hors service. Lorsque l'amiral Morrow a refusé à Kirk la permission de retourner dans le secteur de Mutara, Kirk a conspiré avec ses officiers supérieurs et a volé l'Enterprise afin de récupérer le corps de Spock sur la planète Genesis. Lors d'une escarmouche, l'Enterprise sera attaquée par un oiseau de proie Klingon, exploité par le commandant Klingon Kruge. Après avoir réglé la séquence d'autodestruction, Kirk et son équipage abandonnèrent le vaisseau pour la surface de la planète Genesis. Les charges de démolition en place sur la passerelle et ailleurs dans le navire ont explosé, tuant une équipe d'arraisonnement Klingon. La coque secondaire endommagée, avec ce qui restait de la soucoupe, est tombée de son orbite et a traversé de manière flamboyante l'atmosphère de la planète. Ayant 42 ans au moment de sa destruction, l'Enterprise avait dépassé de 22 ans l'autonomie initialement prévue par son concepteur, qui était de 18 ans. Il laissera une trace mémorable dans les livres d'histoire de la Fédération, étant le vaisseau Enterprise qui eut la plus longue activité. USS Enterprise D.
Lancé en 2263 avec 141 mètres de long et 42 ponts pour 1000 membres d'équipage, l'USS Enterprise NCC 1701D était un vaisseau spatial de classe Galaxy et le 5e navire de la Fédération à porter ce nom. L'Enterprise D servit de 2363 à 2371 comme vaisseau amiral de la Fédération sous le commandement unique du capitaine Jean-Luc Picard. Après la destruction du navire à Viridian 3, il fut reconstruit comme navire-musée et fut brièvement remis en service pour contrer une menace Borg en 2401. L'Enterprise a été construit dans les chantiers navals d'Utopia Planitia en orbite autour de Mars. La construction a été une entreprise colossale impliquant des milliers de personnes de toutes disciplines. Avec une mission d'exploration de 8 ans, l'Enterprise D établit les premiers contacts officiels avec certain nombre d'espèces, notamment les Borg, les Q, les Ferengi, et a effectué des missions de paix notamment avec les Cardassiens, les Talariens ou encore les Bajorans. Petite anecdote, l'Enterprise a été l'un des premiers navires de Starfleet à accoster sur DS9. L'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la Fédération a été réalisée à bord de l'Enterprise D. Son équipage a reconstitué les dernières recherches du Dr Galen pour déchiffrer un message provenant de la première espèce humanoïde de la Voie lactée. Le navire sera détruit suite à une bataille avec un oiseau de proie Klingon commandé par les sœurs Duras, et la secoupe s'écrasera sur Viridian 3. Vu qu'une civilisation primitive vivait sur Viridian 3, et à cause de la directive première, la secoupe a été récupérée et transportée au musée de la flotte. Après avoir pris la direction du musée, le Commodore Laforge a passé plus de 20 ans à restaurer le navire dans son état d'origine, utilisant des pièces de l'USS Syracuse pour reconstruire la coque secondaire. Il a également réparé les dommages importants causés à la section secoupe suite à l'accident, ne laissant subsister que des dommages esthétiques à la coque extérieure. Et pour le jour de la frontière en 2401, l'Enterprise D était à nouveau opérationnel. USS Enterprise E. Avec 685 mètres de long et 24 ponts, l'USS Enterprise E est un vaisseau de classe Sovereign lancé en 2372 sous le commandement du capitaine Jean-Luc Picard. Le vaisseau et son type sont considérés comme le summum de la conception des navires de Starfleet. Une grande partie de l'équipage de l'Enterprise D y avait été raffectée, y compris la quasi-totalité des cadres supérieurs, la seule exception étant le lieutenant-commandeur Worf qui avait déjà été transféré à la station spatiale Deep Space Nine. Après presque un an dans l'espace, l'Enterprise reçut l'ordre de patrouiller le long de la zone neutre romulienne lors de la deuxième incursion Borg. Cependant, peu de temps après que la flotte de la Fédération ait engagé le Q-Borg, l'Enterprise E retourne sur Terre pour aider la flotte. Une fois sur place, Picard prit conscience d'une faiblesse du navire Borg provoquée par la bataille et ordonne à tous les navires de la flotte de concentrer leurs tirs sur cette section du navire. En conséquence, le vaisseau Borg fut détruit et la bataille du secteur 001 fut une victoire pour Starfleet. Avant que le cube Borg ne soit détruit, il a lancé un deuxième vaisseau vers la Terre. Ce vaisseau a créé un vortex temporel et a voyagé jusqu'en 2063 afin d'empêcher Zefran Cochrane de lancer son vaisseau de distorsion historique, le Phénix. Leur espoir était d'empêcher le premier contact avec les Vulcains et d'assimiler la Terre avant que la Fédération puisse être formée pour leur résister. L'Enterprise et son équipage ont réussi à protéger la chronologie en évitant aux Borg d'empêcher le premier contact et en détruisant la reine Borg qui tentait d'assimiler le navire. Alors que le corps diplomatique de la Fédération tentait de négocier la fin de la guerre du Dominion, l'Enterprise fut reléguée à un rôle diplomatique au grand mécontentement du capitaine Picard. En 2375, l'Enterprise menait une mission diplomatique avec les Evora, une nouvelle espèce protégée par la Fédération, et devait résoudre un conflit territorial dans le système Goren lorsque son équipage fut impliqué dans un complot mené par les Sona, assisté par l'amiral Dougherty de Starfleet, pour retirer de force les Baku de leur monde natal, isolés dans le Patch Briar. Ensuite, l'Enterprise a visité la Terre pendant plusieurs jours en 2376, à peu près au moment où le projet Pathfinder a pris contact avec l'USS Voyager et a mené une mission d'environ 7 années-lumière de la Terre l'année suivante. D'ailleurs, entre 2375 et 2379, l'Enterprise a subi une rénovation majeure avant de recevoir l'ordre de se rendre sur Romulus pour une réunion avec le nouveau préteur Shinzon, qui voulait apparemment entamer des pourparlers de paix. La découverte du P4 et les ouvertures de paix se sont révélées être une ruse pour capturer le capitaine Picard et découvrir les positions tactiques des vaisseaux de Starfleet. Une fois qu'il est devenu clair que Shinzon allait utiliser son vaisseau, le Smithar, pour détruire toute vie sur Terre et faire la guerre à la Fédération, une grande bataille s'est alors engagée contre lui et l'Enterprise E fut grandement endommagée. En dernier recours, Picard ordonna de percuter le Smithar, entraînant la perte d'une grande partie de la zone avant de la section Tsekup.
À la suite de l'incident du Smithard, l'entreprise est revenue sur Terre où il a subi d'importantes réparations. Par la suite, le capitaine Picard, promu amiral, laissera le commandement de l'Enterprise E à Worf. Petite anecdote, l'Enterprise E faisait partie d'une armada de Starfleet envoyée pour intercepter l'USS Protostar. En 2401, l'Enterprise E sera retirée du service actif pour faire place à l'USS Enterprise F. USS Défiant. Lancé en 2370, le NX-74-205 Défiant était un vaisseau de type Défiant, comportant 170 mètres de long pour 4 ponts avec un équipage très réduit de 40 personnes. Il s'agissait du prototype de la classe et du deuxième navire de la Fédération connu sous le nom de Défiant. Conçu principalement pour le combat, le navire servira avec distinction dans des conflits contre l'Empire Klingon et les Borg, ainsi que dans plusieurs batailles clés de la guerre du Dominion avant sa destruction lors de la seconde bataille de Shintoka. Le développement du Défiant a commencé en 2366 en réponse à la menace Borg contre la Fédération. La défaite dévastatrice de la Fédération lors de la bataille de Wolf 359 entraîna la perte de près de 40 navires et de 11 000 hommes au profit d'un seul navire Borg. Tout cela a prouvé que les défenses de la Fédération étaient horriblement inadéquates et des plans ont été lancés pour la production d'un vaisseau spatial beaucoup plus combatif. Officiellement classé comme navire d'escorte, le Défiant n'était rien de moins que le premier navire de guerre de Starfleet destiné à combattre les Borg. Le navire disposait d'un équipement minimal pour la recherche scientifique et n'était pas conçu pour accueillir des familles. Le Défiant n'a pas donné de bons résultats lors de ses premiers essais. Le navire était surarmé pour un navire de sa taille, à tel point que le Défiant a failli se briser lorsque les moteurs ont été testés à pleine puissance. En fin de compte, ces défauts de conception combinés au fait que la menace Borg devenait moins urgente ont conduit Starfleet à la décision d'abandonner le projet et de stocker le prototype. Lorsque la menace du Dominion a été confirmée, Sisko demanda à ce que le vaisseau soit affecté à la protection de Deep Space Nine. Une des particularités du vaisseau venait de son dispositif occulteur prêté par les Romuliens pour contrer la menace du jet Madar. Le Défiant s'est illustré durant la guerre du Dominion, devenant par moments le navire de tête lors des batailles. Sous le commandement de Worf, le Défiant fut initialement utilisé pour ce pourquoi il était fait, à savoir combattre les Borg, lors de la bataille du secteur 001 au milieu de l'année 2073. La courte mais illustre carrière du Défiant a pris fin au milieu de 2375. Peu de temps après avoir rejoint la guerre aux côtés du Dominion, les Breen ont repris le système Shintoka en utilisant une nouvelle forme d'arme amortissant l'énergie. Le Défiant ainsi que 310 autres vaisseaux et navires alliés ont été détruits pendant la bataille. L'USS Sao Paulo, frère jumeau du Défiant, a été affecté à DS9 pour remplacer le Défiant après sa destruction. Le capitaine Sisko a obtenu une dispense spéciale du chef des opérations Starfleet pour renommer le Sao Paulo en Défiant, en l'honneur de ce petit navire coriace. Le navire continua à s'illustrer durant la fin de la guerre du Dominion, arrivant même jusqu'à Cardassia lors de la capitulation de ces derniers. USS Voyager. Avec 343 mètres de long, 15 ponts et un équipage de 141 personnes, l'USS Voyager est un vaisseau de classe intrépide lancé en 2371. L'un des vaisseaux les plus célèbres de l'histoire de Starfleet, l'USS Voyager était remarquable pour avoir accompli un voyage imprévu de 7 ans à travers le quadrant Delta, la première exploration réussie de ce quadrant par la Fédération, ainsi que pour de nombreuses innovations technologiques et de nombreux premiers contacts. L'USS Voyager a été construit sur les champs de la flotte d'Utopia Planitia en orbite autour de Mars et a été lancé depuis la station terrienne McKinley en 2371. Voyager a été l'un des premiers vaisseaux de classe intrépide construits et il représentait un certain nombre d'innovations technologiques devenues disponibles et indispensables dans les années 2370. Il y avait des circuits bioneuraux, des nacelles de distorsion à géométrie variable et un programme holographique médical d'urgence. Le vaisseau a également été le premier à tester le moteur de distorsion de classe 9 dans l'espace lointain. Selon lui, Q soupçonnait que William T. Riker soit affecté au commandement de l'USS Voyager. Le capitaine Catherine Janeway a cependant pris le commandement du vaisseau, le faisant presque immédiatement sien avant son débarquement de la cale sèche. Le voyageur est connu pour avoir également découvert et survécu aux Kazons, aux Ondines ou encore avoir réussi à traverser le territoire des Borg, mettant plusieurs fois en échec la reine Borg. Le vaisseau Miracle a aussi accueilli de nouvelles espèces à son bord comme une Ocampa, un Talaxien et a participé à la terrible guerre civile des Q. Ce qui fait que ce vaisseau est aussi remarquable, c'est son parcours effectué avec un équipage réduit et sur un vaisseau scientifique, très peu armé et non conçu pour les longues missions d'exploration. Lors de l'année de l'enfer, le vaisseau a presque été détruit, mais comme toujours, son équipage a réussi l'impossible.
Le Voyager a passé un total de 7 ans dans le quadrant Delta avant de retourner en 2378 dans l'espace de la Fédération et d'être récupéré par Starfleet. L'estimation initiale du temps nécessaire pour le voyage de retour était de 75 ans. Mais l'intervention de nombreuses races extraterrestres, de voyages dans le temps et d'anomalies spatiales ainsi que l'acquisition de nouvelles technologies ont considérablement raccourci le voyage. Il sera ensuite commandé par Tuvok avant de devenir un navire musée en 2381. L'équipage de l'USS Cerritos a été chargé d'amener le voyageur sur Terre où il serait temporairement exposé au Starfleet Command à San Francisco avant d'être placé de manière permanente en orbite dans l'Axam Museum. L'USS Enterprise G, NCC 1701G, anciennement USS Titan, NCC 80-102A, était un vaisseau spatial de classe Constitution 3, exploité par Starfleet au 24e et 25e siècle. Lancé en 2396 sous le commandement du capitaine Liam Shaw, l'USS Titan A était à l'origine le 4e vaisseau de Starfleet à porter le nom de Titan, et le 2e à porter le registre NCC 80-102. En 2401, le Titan A a joué un rôle déterminant dans l'arrêt de la menace Corrigan-Borg contre Starfleet et la Fédération. En 2402, il fut rebaptisé Enterprise G sous le commandement du capitaine Seven of Nine. Le 8e vaisseau de la Fédération a porté le nom d'Enterprise en l'honneur de l'équipage de commandement de l'USS Enterprise D et du rôle crucial que le navire avait joué en les aidant dans leurs efforts pour contrer les Borg. Le Titan A ou NCC Enterprise G incorporait des composants du précédent USS Titan classe Nula, tels que des bobines de distorsion, le mécanisme de bouclier et les nacelles de système informatique. Petite anecdote, lorsque le capitaine Liam Shaw prit le commandement du Titan A, en 2396, il purgea l'ordinateur de la bibliothèque musicale du capitaine William T. Riker. Et voilà, c'est tout pour ce journal de bord. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Ce n'est pas un top, mais bien une liste de vaisseaux. N'hésitez pas à me dire quel est votre vaisseau préféré dans les commentaires et à liker la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment. Fin du journal de bord.